Bienvenue dans notre série au cœur du doublage. Aujourd'hui, c'est le comédien Jean-Pierre Michael, un caméléon hors pair qui nous ouvre les portes de son univers. Sur iPhone, Android, depuis un Mac, un PC sous Windows ou Linux, écoutez Edencast.fr. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Kevin. Est-ce que le fait d'être un comédien aux casquettes multiples, puisque vous faites aussi bien du théâtre que de la voix off, donc pour des publicités, vous faites du doublage, vous êtes acteur, ce qui d'ailleurs fait de votre voix une voix parmi les voix les plus connues dans le milieu audiovisuel? Ouais. C'est pas perturbant? Perturbant, excusez-moi, en plus aujourd'hui j'ai le nez bouché dû au beau temps qu'on a et à la pluie qui tombe non-stop. On reconnaît la voix quand même. C'est vrai, vous arrivez, parce qu'on va se dire c'est un usurpateur qui est en train de Non, vous c'est parler pas un directement. imposteur. Non, il n'y a pas de... Non, c'est pas perturbant, c'est-à-dire que moi j'y suis habitué quand même depuis un certain temps à ma voix, même s'il m'a fallu il a fallu m'habituer à l'entendre personnellement, comme j'imagine tout un chacun, soit en se voyant en photo, soit en s'entendant. C'est quelque chose d'assez difficile à apprivoiser au départ, mais pour moi, elle est pas connue, ma voix. Enfin, c'est peut-être la voix la plus connue puisque c'est la mienne, mais je ne l'entends pas de l'extérieur, donc c'est très difficile d'avoir un recul sur sa propre voix et ce qu'elle véhicule. Ouais, mais quand on regarde j'imagine que ça a dû vous arriver soit de regarder... Ouais, de voir sur les films, vous voulez dire, quand je m'entends et tout ça. Oui, mais c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'au début, c'est très perturbant, en effet, parce que on se dit, c'est pas bien, c'est pas beau, c'est ridicule, c'est ceci, c'est cela. On est dans le jugement, puis au bout d'un moment, on arrive à lâcher prise, et donc, voilà, on s'y fait, ça devient une amie, et on peut être beaucoup plus juste et gentil avec elle. On apprend à l'apprivoiser, quoi. Ouais, absolument. Bon, on se dépêche, Joe, il faut la faire soigner. Je veux des garanties pour mon business. D'accord. J'ai voulu me montrer raisonnable, alors maintenant, c'est votre parole ou bien une balle dans la tête. Qu'est-ce qui vous a mené vers le métier de comédien? C'est de famille. Moi, mon père est comédien, enfin, il était, et j'ai été baigné dedans depuis que je suis enfant. J'ai été dans les coulisses au théâtre quand il jouait, j'ai été sur les plateaux quand il tournait, j'ai été à la radio quand il enregistrait. Et donc j'ai un petit peu vécu ça comme un enfant avec des grands yeux en me disant ça a l'air super cool quand même. Et j'aimerais bien faire ça moi aussi. Et puis en même temps, vous savez comme on est, quand on a 10 ans, on a plein de rêves, mais en même temps plein d'angoisse et plein de freins en se disant mais est-ce que je suis capable de faire ce qu'il fait, quoi. C'est la timidité d'un enfant, elle est quand même extrêmement... Enfin, la mienne, en tout cas, était extrêmement violente et m'interdisait tout espoir en même temps que j'en rêvais. Et voilà, donc j'ai été baigné par cette envie-là, par ce désir, et en même temps par ce poids, parce que c'est quand même... il faut être à la hauteur. Quand vous avez en plus un parent qui a du succès, qui marche bien dans ce métier, il faut pouvoir être pas ridicule, quoi. Donc voilà, j'ai tenté en me disant, bon... J'y arriverai peut-être pas, c'est peut-être pas fait pour moi, mais je me donne 1 ou 2 ans ou 3 ans pour avoir des résultats en même temps que je fais mes études à côté pour voir si je m'y sens bien, si c'est vraiment ma voix, si c'est pas juste du fantasme, et on verra après. Et finalement... Finalement, j'ai eu des résultats assez vite dans le sens où je m'étais dit, il faut que je passe des étapes, il faut que je passe des concours, il faut que je passe des trucs qui me donnent des résultats ou qui m'encouragent. Et j'ai eu ces résultats-là au fur et à mesure, donc ça m'a conforté dans l'idée que je me trompais peut-être pas et que j'étais peut-être au bon endroit. Et est-ce que n'importe qui peut s'improviser comédien? Ou bien est-ce qu'on a vraiment besoin d'une formation? Quel est votre avis sur le sujet? Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils peuvent s'improviser comédien. Je suis admiratif de ça, puisque moi, je vous dis, il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir accepter d'avoir le courage de monter en scène, d'avoir le courage de sortir ma voix, de me faire entendre de mes camarades, et ça c'est dans l'enceinte d'un cours, hein, donc c'est dans une salle de 20 mètres carrés avec 15 personnes, mais de monter sur scène devant 800 personnes, c'est pas la même chose, et d'apprendre un texte par cœur qui fait 2 heures, et de pouvoir, enfin voilà quoi, ça s'improvise pas, ça s'apprend, c'est des techniques,
Alors évidemment, tout peut faire, hein. Moi aussi, je peux demain aller piloter un avion s'il y a quelqu'un à côté qui garde le manche au bon moment, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui comptent sur les autres. Mais on peut tricher beaucoup plus facilement à l'image. On peut tricher, mais au théâtre, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est illusoire de croire ça. Je crois que c'est totalement illusoire, ouais. Alors en fait, vous avez fait donc de la pub, du théâtre, vous avez été acteur, et peut-être que vous l'êtes toujours. Bien sûr. Eh oui. Mais la base de mon métier, c'est comédien, c'est acteur. Ensuite, tout le reste ne sont que des techniques ou des dérivatifs ou des tranches de notre métier différentes. Je me suis toujours dit, pourquoi est-ce que je serais un comédien de théâtre? Puisque c'est par ça que j'ai commencé. Pourquoi est-ce que je serais un comédien uniquement de planches, de machin? J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de découvrir, de rencontrer des gens. Donc il faut apprendre et il faut avoir la chance et l'opportunité de pouvoir faire tout ça. Et dès que je l'ai eu, j'ai sauté dessus, quoi, pour pouvoir diversifier au plus mes activités, mes rencontres et mes plaisirs. Alors on le sait moins, mais vous avez participé notamment à la Comédie Française. Oui. Vous pouvez nous raconter un petit peu cette partie de votre vie? C'est le début de ma carrière et c'est la plus grosse partie de ma carrière d'ailleurs. C'est-à-dire que j'étais au Conservatoire national et j'ai passé une audition à la Comédie Française en tant qu'élève du Conservatoire pour remplacer éventuellement pendant les répétitions un comédien qui n'était pas disponible à ce moment-là. Donc j'ai fait la plupart des répétitions de ce spectacle qui était Nicomède de Corneille, mise en scène par Françoise Seigné à l'époque. Et ces répétitions se sont hyper bien passées. J'étais en même temps au conservatoire. Et finalement, il se trouve que le comédien n'a jamais pu jouer ce rôle, donc c'est moi qui l'ai joué entièrement, alors que je m'attendais juste à être là pour faire les répétitions, pour aider les autres. Et j'ai réussi, donc j'avais, je sais pas, 20 ans, 21, oui, 20 ans. Et j'ai donc finalement joué ce rôle-là. Et finalement, pendant 17 ans, vous y êtes resté. Et pendant 17 ans, j'y suis resté après, oui. Exactement. Ça vous a apporté... ça vous a enrichi du point de vue... Ben bien sûr, ça m'a tout apporté. On a la chance à la Comédie Française d'avoir le répertoire le plus passionnant, puisque c'est celui de nos grands auteurs et des grands auteurs de théâtre internationaux de partout. Et on a la chance d'avoir les plus grands metteurs en scène qui viennent travailler avec nous, parce que tout le monde rêve de travailler à la Comédie Française. Donc c'est juste le bonheur pour un acteur. Vous vous retrouvez... Ouais. Tout le monde en rêve, et c'est normal, puisque vous vous retrouvez dans des conditions... Enfin, il faut savoir ce qu'est le théâtre aujourd'hui, et la difficulté de cet art économique pour comprendre le bonheur que c'est de travailler à la Comédie Française, où vous ne vous préoccupez pas d'autre chose que du plaisir de dire des mots qui sont des mots beaux, et de travailler avec des gens intelligents et passionnants, et habillés par des artisans de talent. Donc... comment pourrait-on être malheureux, quoi? Et pourtant, vous en êtes parti. Oui, parce que c'est la même chose. C'est-à-dire que on peut s'y laisser justement bercer longtemps et en devenir esclave d'une certaine façon, ne plus chercher ailleurs. Or, ce métier, au départ, si je l'ai choisi, c'est aussi pour être libre, pour rencontrer des gens. Mais quand vous êtes dans la Comédie Française, forcément, vous vivez dans une famille. Et toute belle soit votre famille, quand vous avez grandi, vous avez envie de la quitter, vous avez envie d'aller ailleurs, vous avez envie de prendre l'air, vous avez envie de rencontrer d'autres gens et de voir le monde un peu. Et donc, il y a un moment où ce besoin-là devient plus fort que le reste, et vous avez envie d'autres aventures, vous avez envie de tourner, ce qui n'est pas toujours facile quand vous êtes enfermé sur scène tous les soirs, ou la majorité du temps, et vous pouvez plus... aller faire autre chose. Donc voilà, j'avais ce besoin-là et je l'ai exaucé à ce moment-là. Ah, toi, t'es un sacré numéro. Ce matin, je racontais à mes amis comment hier, t'étais venu me dire si tu quittes pas la ville dans 24 heures, je te descends sans sommation. T'es malade, quoi. Ils ont cru que je déconnais, ça les a fait rire. Tu leur as parlé du mec que t'as tué? Tu leur as dit comment tu l'avais fait? Parce que j'ai rien trouvé de drôle là-dedans. Ah, c'est toi que j'aurais dû tuer. J'ai peut-être commis une erreur. Peut-être.
On a tous des regrets. Laisse-moi déjeuner tranquillement. J'imagine que selon ce qu'on joue et l'endroit où on le joue, les modes d'expression sont différents, non? Chaque partie de ce métier a un mode d'expression différent, forcément, puisque quand vous êtes sur scène dans une salle qui fait 35 mètres de long, 20 de haut, 15 de large, il faut que tout le monde puisse vous entendre. Donc vous ne pouvez pas parler comme vous parleriez avec une caméra qui se trouve à 1 mètre de vous et un micro, cravate et des gens qui essayent de prendre toutes vos émotions au plus près. Donc vous ne jouez pas pareil, c'est pas possible. Et c'est pareil quand vous êtes en studio, en doublage. Vous avez la chance, là pour le coup, d'être dans un endroit préservé, silencieux, calfeutré, où la voix est la chose la plus importante et où donc on peut prendre tout ce qui se passe dans cette voix-là. Donc la technique se plie à l'expression et vous êtes obligé de vous adapter à ça. Donc on ne joue pas de la même façon. Et pour la pub encore moins, puisque là vous êtes dans un truc qui a ses propres codes, qui demande sa propre forme d'expression et qui est aussi une autre manière d'utiliser nos talents. Et qu'est-ce qui vous a attiré vers la pub, justement? Ben, c'est pas moi qui étais attiré vers la pub, on m'a demandé parce que je ne sais pour quelle raison. On cherche souvent des nouvelles voix ou des nouveaux trucs comme ça, donc on est venu me voir en me disant est-ce que ça vous amuserait de faire ça? Je dis bah oui, pourquoi pas, bien sûr. Ce qui mettait en plus du beurre dans les épinards et qui était plutôt agréable. Donc j'ai dit bah bien sûr. Donc j'ai dit mais avec joie et j'ai fait un petit enregistrement un petit peu comme on était en train de faire. À l'époque il n'y avait pas Skype, mais sur un petit Nagra dans ma loge juste avant une représentation. Et le monsieur est reparti avec et il m'a rappelé quelques semaines après pour me faire ma première pub. Et j'ai adoré ça parce que c'était des contraintes différentes avec des clients exigeants qui voulaient des choses particulières. Et il faut essayer d'amener en 30 secondes tout ce que des équipes entières ont rêvé pendant des mois pour avoir un truc qui, au final, va être diffusé sur des ondes à des millions d'auditeurs ou de téléspectateurs. Donc j'ai trouvé ça passionnant. Et je le trouve toujours, d'ailleurs. C'est amusant. Les seules fois où on vous demande votre nom, c'est quand vous avez des ennuis. Est-ce que c'est mon cas? C'est à vous de me le dire. C'est vous qui vivez dans la rue. Qu'est-ce qui vous a attiré vers le doublage? C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. La voix, le travail comme tout le monde, j'ai des souvenirs d'enfance, de films étrangers, de films américains, et avec toujours des voix qui me fascinent ou qui me fascinaient et il y a quelque chose d'assez magique dans les films, dans les voix françaises des films. Et donc, j'ai toujours été très curieux de ça, sans savoir absolument comment ça fonctionnait, sans savoir la difficulté que ça représentait, et sans savoir comment, en plus, pénétrer ce milieu-là. Et donc, j'ai pas essayé, d'ailleurs. J'ai eu la chance, là aussi, qu'on vienne me chercher et qu'on me demande de passer des essais. Je me souviens à l'époque, c'était sur Patrick Swayze, mais c'était juste que des essais, c'était pas du tout pour le faire, c'était des tests. Voilà, des tests. Ils étaient en train d'enregistrer un film, j'imagine, avec lui, et voilà, j'étais venu passer un truc juste là, et puis aucune nouvelle pendant 6 mois, et puis tout d'un coup, on m'a appelé pour venir faire un petit rôle sur un film, qui s'est enchaîné avec un plus gros rôle, avec un premier rôle, et puis voilà, j'ai pas arrêté depuis, et je me régale là aussi d'avoir cette nouvelle corde à mon arc qui me permettait d'être le soir sur scène et dans la journée en studio, de participer à des films auxquels j'aurais jamais pu participer normalement et de participer à la magie de la voix sur les films en France. Et qu'est-ce que vous apporte le doublage dans votre métier de comédien plus globalement? Alors, il m'apporte étrangement beaucoup, puisque j'ai la chance de travailler sur des acteurs importants et des acteurs de talent, et que du coup... Vous pouvez en citer quelques-uns d'ailleurs, tiens, au passage. Oui, il y a Brad Pitt, Ben Affleck, Jude Law, Ethan Hawke, Keanu Reeves, Michael Fassbender,
il y en a plein encore que j'oublie sûrement. Johnny Depp sur certains films, etc. Donc, Jim Caviezel, là aussi, dans Person of Interest en ce moment, c'est le plus... Ah, j'avoue que j'aime beaucoup le plus actuel, là, pour l'instant, c'est ce qu'on entend beaucoup. Donc voilà, tout d'un coup, vous avez la chance, parce que vous voyez les scènes, vous les revoyez et tout, vous avez la chance de voir travailler ces gens-là. Mais les voir travailler dans le détail, du coup, dans la façon dont ils abordent un rôle, dans la façon dont ils le travaillent, dans la façon dont ils jouent les scènes, etc. Et donc ça m'a enrichi beaucoup parce que j'ai pu voir ce que j'avais pas, moi, l'occasion de faire, puisque je ne tournais pas du tout à ce moment-là, quasiment. Et voilà, je me suis mis à enrichir mon jeu aussi bizarrement de ça, ou le colorer en tout cas, et l'utiliser, et voilà. Et j'apprends tout en travaillant en permanence. On a tendance à dire que le regard revêt une grande importance dans le doublage. Est-ce que c'est vrai? Et le regard est essentiel parce que, pour deux choses, déjà, vous avez une image et il ne faut pas la trahir. Vous avez des acteurs à l'image et c'est eux qui sont les plus importants et vous devez être à la hauteur de ce qu'ils font. Donc, si vous ne voyez pas ce qu'ils font, si vous n'êtes pas ce qu'on appelle dans l'image avec votre voix, ça s'entend tout de suite. Il y a quelque chose qui vibre mal pour le spectateur à partir du moment où une voix n'est pas en accord avec l'image et ça devient insupportable à voir et à entendre. Donc oui, le regard est très important. Est-il déjà arrivé lors des séances de doublage que vous ayez à corriger le jeu d'un acteur? Le jeu en lui-même, c'est pas possible. Parce que là, du coup, ça ne se marie plus. La voix et l'image ne peuvent plus se marier. Donc vous êtes obligé d'être dans la même émotion, dans le même sentiment et tout ça. Ce qu'on peut corriger, c'est la voix en elle-même. Par exemple, on parlait de Person of Interest. En VO, il a une voix très soft, qui parle un petit peu comme ça en permanence. Il a un truc super mou, super aérien. J'avoue que je préfère la version française pour le coup. Et donc, c'est ce que me disait TF1. Moi, j'avais commencé comme ça au début. Ils n'étaient pas contents. Ils disaient non, ça n'a pas une voix de héros, ça n'a pas une voix suffisamment forte. Donc, on veut un truc. Et donc, du coup, j'ai dû travailler un côté plus grave, plus métallique, plus dur par rapport à ce que faisait Jim Caviezel. Donc, je le trahis un peu pour le coup, mais je ne change pas du tout le jeu dans le sens de ses émotions ou de ce qui se passe dans la scène, etc. Il semblerait que les raisons de ne rien vouloir lui dire. Il pourrait être de mèche avec les tueurs. Et ils en ont après Michael Pope. On ferait bien de le trouver avant qu'ils lui mettent la main dessus. Je le change au niveau du timbre et au niveau de ce qui... on dirait que pourtant de la forme. Ça lui donne vraiment beaucoup plus d'assurance, franchement, quand vous le faites Absolument. en français. Je trouve. C'est ça. Que la version américaine. Là, c'est vraiment pour le coup la qualité de la voix, enfin pas la qualité, mais le timbre de la voix et la façon dont les appuis sont pris par rapport à ce qu'il fait en VO. Vous doublez une kyrielle d'acteurs qui interprètent de nombreux rôles, tous aussi différents les uns que les autres. Comment vous faites? Parce que ça doit pas être facile de jongler entre ces différents personnages. Ils ont des allures différentes, des âges différents. Je repense à Neo dans Matrix, plus tard à John Reese dans Person of Interest. Mais je ne fais rien du tout. Je ne fais que m'appliquer à respecter ce que les acteurs font. C'est-à-dire, on me dit souvent, mais quand tu fais Brad Pitt et que tu fais Keanu Reeves, tu changes ta voix, tu fais des machins. Je dis non, je change rien du tout. Je vais juste au plus près de leur rythme personnel, qui n'est pas le même. Il y en a un qui parle plus lentement, l'autre qui est plus vivant, l'autre, etc., etc. Et donc, leur jeu, leur façon d'être, font que ma voix d'elle-même et naturellement se transforme différemment et vit différemment et donc n'est pas la même. En ce sens, on peut dire que vous êtes un caméléon finalement. Ouais, c'est le but du jeu. C'est vraiment, c'est un peu du karaoké, quoi. On imite, on essaye de suivre ce qui se passe. Le but, c'est pas de faire venez voir Jean-Pierre Michaël au cinéma. Ça n'intéresse personne. Le but, c'est de dire venez voir Ben Affleck, venez voir Michael Fassbender dans ce rôle-là et essayer de ne pas être, ou en tout cas le moins possible, perturbé par sa voix. Et que sans qu'elle apporte quelque chose,
mais qu'elle ne dénature pas trop la VO, quoi. On ne peut pas être aussi bon que la VO, c'est pas possible. Mais on peut essayer d'être bon suffisamment pour que les gens se disent « Ah putain, j'ai vu un bon film » et ne se disent pas « Oh là là, ce doublage est à chier ». Et que ça doit être totalement invisible, un bon doublage. Ça doit être totalement transparent. On ne doit même pas se poser la question. C'est ça le but du jeu. Donc un caméléon. Ton 45 est sur la table, je dois dégainer. On fait comme ça? Avec toi, au moins, on se comprend. Ouais, je crois bien que c'est comme ça que je vois les choses. C'est quoi ton flingue? Tu paieras pour le savoir. Ah, c'est de l'eau glacée qui coule dans tes veines. Peut-on dire que parmi les conforts que procure le doublage, c'est notamment l'anonymat? Parce qu'en dehors de passionnés ou des gens très attentifs, ben les comédiens qui doublent sont généralement dans l'ombre. Le confort, en effet, du doublage, s'il peut y en avoir un, c'est pas celui d'être anonyme, c'est celui de ne pas avoir à se tartiner des tartines de texte à apprendre, puisque là, le texte est écrit, et d'avoir le confort d'un studio quand les gens sont en train de se traîner dans la boue à l'écran, quoi. C'est la seule différence, c'est le seul confort qu'il puisse y avoir, ou le seul anonymat, entre guillemets, par rapport à un véritable acteur. Mais pour ma part, j'avoue que je préférerais être dans la boue et jouer le rôle directement plutôt que dans le studio. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le doublage? Il y a des choses qui ne vous plaisent pas, forcément? Les mauvais acteurs à doubler. C'est-à-dire que c'est les plus compliqués. Si vous avez un acteur à l'image qui est pas bon, eh ben, vous avez du mal à rentrer dedans, vous avez du mal à être dans un rythme juste, dans quelque chose qui valorise le film, quoi. C'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile, bizarrement, que de doubler un très bon comédien. La manière de doubler au fil des années en France, est-ce qu'elle s'est améliorée ou est-ce qu'elle s'est détériorée? Il a beaucoup évolué techniquement, puisque à l'époque où j'ai commencé, c'était déjà la fin, mais il y avait encore des pellicules, des vraies pellicules de 35, donc des grosses bobines, et qu'il fallait les rembobiner, il fallait les mettre en place, il fallait les lire, etc. Donc c'était beaucoup plus lourd. Aujourd'hui, comme pour les home studios que vous utilisez, vous pouvez faire ça avec un ordi, du doublage, un ordi, une télé. Donc là, ça a beaucoup progressé. Du coup, ça accélère le temps. On peut faire en une journée ce qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire en moins de 2 ou 3 minimum. Et encore à l'époque, en moins d'une semaine. Et du coup, avec le temps, comme tout se compresse, forcément, vous avez des impasses sur certaines choses. Donc, ça a progressé techniquement, ça n'a pas forcément progressé qualitativement, si ce n'est que la technique peut pallier aussi beaucoup de problèmes qualitatifs, puisqu'on peut recaler des choses, on peut remettre en place des trucs, etc. Avec du stretching. Avec plein de choses, ouais. Mais ça ne change rien à l'écriture, par contre, j'ai l'impression, baisse beaucoup de niveau depuis quelques années. Je parle des adaptations. Et c'est dû à quoi? J'en sais rien. Au temps, à mon avis, au temps ou à la formation des auteurs qui sont pas tous compétents ou qui sont pas tous... ils ont trop de boulot, j'imagine, ou je sais pas. Et quelquefois, on se retrouve avec des phrases totalement absconses. Comme on dit. Et absurde aussi. Absurde, ouais, des trucs incroyables, quoi. Donc ça, c'est un peu, ouais, c'est le mauvais côté, c'est ça. C'est que du coup, c'est ce que je vous disais, souvent, on est obligé de remettre en français des choses qui n'auraient pas dû être écrites de cette façon-là. Et puis, quelquefois, on a heureusement, la majorité, on a des projets où il n'y a rien à faire et où tout roule, et c'est le plaisir. Est-ce que c'est difficile de s'adapter à la personnalité d'un rôle qu'on doit doubler? Là, par exemple, je suis sur une série qui s'appelle Lilyhammer pour Canal+, où je fais un petit gros sans cheveux qui est totalement hystérique, qui est à peu près à 272 000 km de moi au niveau personnalité. Et il faut que j'arrive à rentrer dedans. Donc, c'est un exercice pour moi qui n'est pas confortable, mais que j'aime bien. Et ça ne veut pas dire que je suis le meilleur et le plus adapté pour ce rôle-là. Je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé dessus, mais je m'éclate à le faire.
Mais pour le coup, là, c'est vrai que c'est loin de ma personnalité. En même temps, c'est un challenge. Absolument. C'est pour ça que je trouve ça assez rigolo et assez jouissif quelquefois même. Parmi toutes les productions auxquelles vous avez contribué, y en a-t-il une qui se distingue du lot en termes de souvenirs, je sais pas? J'ai eu la chance de participer à tellement de beaux films que ça serait injuste de dire celui-là. Comment voulez-vous choisir entre Meet Joe Black, Benjamin Button, Matrix, Neo. Sacré Pearl Neo. Harbor, Armageddon. Enfin, je veux dire, il y a plein de trucs où il y a des beaux personnages, quoi. J'aime pas les trucs de liste. C'est pas moi, ça. C'est pas moi. J'ai le droit de dire non. Ouais, vous avez le droit de dire. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer certains des acteurs récurrents que vous doublez? Et non. Vous avez jamais rencontré Brad Pitt? À chaque fois qu'il était là pour une avant-première, soit on nous zappe, parce que nous sommes quantité négligeable, et je vois tous mes copains ou machin qui sont aux avant-premières avec Brad Pitt qui vient et tout, et nous même pas invités par le studio ni rien du tout. Soit j'étais pas là, j'étais en tournage à ce moment-là et j'étais pas sur Paris au moment où il passait. Donc. Mais je ne désespère pas. Un jour, je vais lui croiser la main et je vais lui serrer la main en le croisant et je lui dirai deux trois Tu lui trucs. diras, salut, c'est moi. Salut Brad, tu me reconnais? Pardon? Bah quoi, Brad? Non, vraiment? Bon, ok. Et voilà. Ça fera à peu près cet effet-là sur lui, hein, je vous rassure. Oui, je pense, ouais. Je n'ai aucune illusion. J'avoue que j'en ai un souvenir assez vague. Tout est allé très vite. Arlo, lui, vous a dit quoi? Votre père nous a dit que vous l'aviez blessé par accident quand les 2 hommes ont ouvert le feu. Ouais, on peut lui faire confiance. Le marché de l'audio-description a plutôt le vent en poupe ces derniers temps, puisqu'il y a de plus en plus d'éditeurs qui s'y mettent. C'est une obligation même d'ailleurs. Ouais, c'est pour ça qu'ils s'y mettent tous. C'est pas pour le plaisir. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Est-ce que vous avez déjà fait justement de l'audio-description ou est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? J'ai fait de l'audio-description beaucoup à un moment au début. Au début où c'était encore payé normalement. Puis après, les tarifs deviennent des tarifs vraiment trop bas pour le faire et donc je n'en fais plus, on m'appelle plus pour le faire. C'est un exercice passionnant. Là encore, si c'est bien écrit, parce que vous avez des audio-descriptions, j'imagine que si vous en avez entendu, vous savez de ce dont je parle. Il y en a qui sont juste pathétiques au niveau de l'écriture et il y en a qui sont très bien faites. Donc il y en a qui bavassent tout le temps alors que c'est inutile, il y en a qui sont au contraire juste ce qu'il faut pour donner l'atmosphère, l'image, la sensation. Et l'audio-description, il ne faut pas que ça prenne le pas sur le film, il faut que ça soit juste un support, parce que un non-voyant, il n'est pas con et il imagine très bien que si vous lui mettez un cadre tout de suite en une phrase, le reste il va pouvoir l'imaginer même si c'est pas bleu alors que lui il le voit rouge, on s'en fout. Mais voilà, il y a des trucs où tout d'un coup j'ai l'impression que l'audio-description, quelquefois on en fait trop et ça devient parasitant pour le plaisir de la découverte du film. C'est vrai que nous dire une porte se ferme, ben on le sait quoi. Ben voilà. Mais souvent c'était ça un petit peu, donc ça m'a énervé. Mais je trouve ça fascinant à faire et moi je l'ai fait avec plaisir, mais en même temps je me retrouvais dans un film comme ça, parce que vous savez on le fait en même temps que le film en fait, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on nous passe le film et il y a du timecode et on enchaîne les mots après les mots, donc un film d'1h30 on le fait en 2h30 quoi. Juste le temps de s'arrêter, de bafouiller de temps en temps, etc. Mais ça va, on est dans le flux du film et donc il y a une sorte d'immersion assez fascinante comme ça de concentration qui m'a extrêmement plu là-dedans. Et j'ai adoré le faire. Donc ça vous a apporté un petit peu quoi, en tant que comédien quand même. Absolument, oui, ça m'a apporté et surtout que alors c'est peut-être un défaut, ça je ne sais pas, mais j'épousais d'une certaine façon l'atmosphère du film en le faisant. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui restent totalement neutres alors que vous avez une scène avec des viols, des machins. Le monsieur fait ceci, le madame fait cela. Et donc, moi, je suis incapable de faire ça. Je ne peux pas rester factuel, juste extérieur au truc. Je suis dans le film, donc je raconte le film comme si je le voyais en même temps, d'une certaine façon. Et c'est vrai que je l'ai toujours fait comme si j'avais un ami avec moi à côté en train de lui dire regarde, il arrive, putain.
et dans le sentiment de ce qui se passe. Donc je sais que quelquefois enfin on m'a dit non, il faut pas trop que ça soit impliqué dans le truc, il faut mieux que ça soit plus en dehors. Et je ne sais pas ce qui plaît le plus aux non-voyants, pour le coup. Est-ce que votre entourage profite de votre renommée, si je puis dire? Ils n'en ont absolument rien à taper. C'est vrai? Mais que dalle, quoi. Ah, ils sont pas spécialement fans. Mais non, ils me connaissent depuis qu'ils sont nés. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Ils me regardent, mes enfants, disent, bah, c'est papa. Ah, c'est toi là, je t'ai entendu là, non? Ouais, ok. Et donc, le seul truc qui leur revient ou qui peut leur faire plaisir, c'est leur copain qui leur dit, oh, putain, ton père, c'est ceci, ton père fait cela. Voilà, c'est tout. Mais sinon, eux, je suis leur papa, je suis pas la voix d'eux, je suis pas ceci ou cela. Et heureusement, d'ailleurs. Et quand vous n'êtes pas comédien, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez des passe-temps? Quand je suis pas comédien, je suis un geek. Donc, je suis très porté sur l'ordi. J'ai eu la chance d'en avoir depuis que c'est né, parce que vous n'avez sûrement pas connu. Non. Donc, j'ai commencé très très tôt à faire de la musique avec les ordis, etc. Et donc voilà. Aujourd'hui, je fais beaucoup de films, je réalise des films, je fais des trucs comme ça et j'utilise mon ordi pour créer en fait. Donc musique, film, site internet, machin, etc., etc. Ouais, donc les nouvelles techno, c'est votre dada, quoi. C'est mon dada, exactement. Mais pas pour surfer sur Facebook toute la journée, c'est pas mon truc. Mais pour l'utiliser pour l'outil de création que ça apporte aujourd'hui et que ça permet de faire, quoi. Que ce soit pour la photo, que ce soit pour l'image, que ce soit pour la musique, que ce soit pour tout. C'est quand même une richesse hallucinante que j'aurais rêvé d'avoir quand j'étais ado. On peut dire que ça vous rend plus productif. Absolument, totalement. Jean-Pierre Michael, je vous remercie de m'avoir accordé un peu d'autre temps pour cette interview. Eh ben, merci à vous de votre curiosité. Et puis, je vous souhaite une très bonne continuation, quoi que vous puissiez entreprendre, avec plein de réussite et encore plein de boulot et plein de rôles à doubler, évidemment. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir. Au revoir.